sommes le lundi 23 octobre 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver légitime ce soir dans le cadre de cette autre production de l'arène olympique. Au menu des échanges de ce jour, nous parlerons de cette CAN Volleyball, Monsieur 21e édition. Cette compétition se déroule du côté de l'Égypte et bien évidemment les éliminatoires mondiales 2018. Les U20 féminins se préparent et dans le sillage de leurs rencontres amicales, elles ont étrié leur sujet le week-end dernier sur le score de 18 buts à 1. Coupe du Cameroun de football, DAC 2000 sort et digne et cependant Victoria United, ce mythique club de la Ligue régionale du Sud-Ouest, fait peur à ses adversaires et suit tout sur son passage. Résultat, il est premier qualifié des quarts de finale tout au long de ce programme CAN 2019. État des lieux de nos différents stades de la République. Le Cameroun sera-t-il prêt? La question revient ce jour et nous en parlerons avec nos experts déjà installés sur le plateau. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être encore avec nous. Vous pourriez, dans le cadre de ce programme, nous faire parvenir vos suggestions au numéro qui s'affichera bel et bien au bas de votre petit écran. Merci de rester des nôtres. Une petite transition et je vous présente mon panel ce soir. Et pour ce soir, le panel est déjà constitué avec un officier de réserve qui va intégrer, n'est-ce pas, l'entrée dans ce plateau, je vais dire ainsi, tout au long de cette émission. Je vais commencer par ma gauche au plus près. Il s'appelle Eric Chuen. Il n'est plus à présenter pour les habitués de ce programme. Eric Chuen, bonsoir. Bonsoir André Ludovic. Merci encore de me faire l'honneur et surtout l'amitié de m'inviter sur cette tribune de la dissidence. Et j'espère que ce soir, du choc de nos idées, jaillira assez de lumière pour éclairer la lanterne de vos téléspectateurs qui se comptent déjà par millions, je dirais même par milliers à travers le monde entier. Je renouvelle également mes civilités à mes copanélistes et à vos fans qui sont désormais très remarqués sur les réseaux sociaux. Vous nous parlez, et encore on a fait cette découverte en off, on la mettra au grand jour au mois venu, ce centre de formation du côté de PK9 qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Vous en savez mieux que moi justement. Merci pour la perche que vous me tendez pour parler de la structure Avenir Futur Pro, voilà, dirigée par Ghislain Roméo Fopa qui en est le manager général. Il faut dire que c'est une jeune structure, mais une jeune structure qui est déjà très bien implantée dans la région du littoral et qui entend produire les lions de demain, pourquoi pas. Donc c'est un jeune garçon qui ne ménage pas des moyens pour mettre les enfants dans de très bonnes conditions et qui donne du sien à chaque fois pour que ces gamins-là aient la préparation qu'il faut pour pouvoir affronter le monde professionnel. Donc voilà, c'est une occasion pour moi de tendre la perche à toutes les âmes de bonne volonté qui pourront apporter leur soutien à cette initiative que j'aimerais saluer ici et dire à Ghislain Roméo, c'est pas facile, mais bon, il faut continuer le combat, je crois que c'est le bon combat. De toute façon, chose promise, on viendra un jour faire la découverte de ce centre de formation. Les portes vous seront ouvertes. Merci. Juste à votre gauche et à mon extrême gauche, à moi, il s'appelle Jaurès Tiabat, il est journaliste des sports. Jaurès, bonsoir. Bonsoir Ludovic André Malagal, bonsoir à toutes et à tous. J'avoue que vous avoir n'est pas chose facile. Vous êtes un homme de médias et vous êtes très invité ces derniers jours sur les plateaux de télévision et de radio. C'est dire quand même que votre voix de plus en plus est écoutée et compte parmi les autres voix. Je ne sais pas si je vais dire que ma voix compte parmi tant d'autres voix. Toujours est-il que je ne suis pas analyste de sport, je ne suis pas consultant. Je reste dans ma posture journalistique, donc des mémoires des reporters. Il ne me revient pas de faire des analyses, mais je crois quand même que dans une certaine mesure, je peux me prévaloir dans des lectures, je peux faire quelques lectures. Au-delà quand même de ces lectures-là, faire des analyses ou encore se mettre dans la posture de consultant et c'est dire qu'on a atteint un niveau et qu'on soit sorti véritablement
de cette grosse casquette de journaliste qui nous a permis d'engranger un grand nombre d'expériences et de s'inscrire au rang de ceux-là qui sont régulièrement appelés consultants pour des besoins de la cause. Alors, vous avez certainement vu ce classico en France, mon cher, et j'ai envie de poser la question de savoir comment est-ce que vous avez trouvé Clinton Dié et Rambo, que dis-je, Zambo Anguissa. On parle de Rambo Anguissa. Vous avez forcément repris Rambo Anguissa comme Michel Atebal le fait sur les réseaux sociaux. Il a fait un travail de fourmi. Je suis d'accord avec vous qu'il ne faudra pas qu'on oublie que Luis Gustavo a été également d'un apport capital dans ce match. Et qu'après cela, on a vu quand même une équipe de Marseille qui est restée très confiante, qui a non seulement respecté le Paris Saint-Germain, mais qui a eu de l'audace à pouvoir se projeter vers l'avant. C'est vrai que le PSG est arrivé avec pratiquement la grosse tête au-dessus des épaules. On s'est dit, comme on a tout raflé, comme on rafle tout en championnat et même en Ligue des Champions, on va faire une raclée, on va faire une bouffée de Marseille. C'était sans savoir, c'était sans toutefois se rappeler tantôt que Montpellier avait déjà empêché au PSG de rester dans sa dynamique de victoire. Je crois que les Marseillais nous ont donné un autre visage. Ça vient peut-être moi me reconforter dans mes analyses précédentes qui stipulaient que Marseille avait quand même fait un recrutement expérimental qui pouvait permettre à ce groupe-là de grandir et pourquoi pas de monter en régime au fil des rencontres. Également avec vous, Eric Touen, juste en un mot, comment trouvez-vous le PSG de cette saison? Vraiment en un mot. Je crois que tous les analystes au-delà même de nos frontières sont unanimes sur le fait que depuis que la saison a commencé, il y a les individualités du PSG qui s'illustrent, mais on n'a pas encore véritablement observé le collectif, c'est-à-dire que la mayonnaise tarde à prendre. On voit à chaque fois que cette équipe est en difficulté, les lignes devenir distantes, les maillons de la chaîne commencer à se déconstruire. Bon voilà, on attend un peu la patte Unai Emery avec toutes les mastodontes qui sont arrivés en termes de stars, mais bon, ça n'a pas encore pris. On attend que ça prenne. Hier, on a vu un Kylian Mbappé en difficulté, Neymar Junior qui n'était pas dans son assiette. On espère que c'est un triste épisode qu'on n'aura plus à regarder, parce que là, tous les adversaires éventuels potentiels du Paris Saint-Germain commencent à observer les failles et certaines faiblesses de ce système et de certains joueurs du Paris Saint-Germain. Donc maintenant, à Unai Emery de faire un travail de fond et de transformer le PSG en véritable machine de guerre. Paris rêve grand, là-bas c'est Paris, mais ici c'est l'arène olympique. Et justement dans la continuité de la présentation de mon panel, à mon extrême droite, il s'appelle Franck Peck, il est journaliste. Franck, bonsoir. Bonsoir Ludovic, bonsoir à tous les companistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de DBS. C'est un honneur, on a eu plusieurs rendez-vous plombés indépendamment de votre bonne volonté suite à vos programmes très chargés. Nous en sommes heureux de vous savoir avec nous, Franck. Dire honneur, ça me donner trop de, je sais pas, trop d'éloges. Il faut dire que ça n'a pas toujours été facile au vu de mon emploi du temps, combien surchargé, mais il faut dire que la volonté a toujours été de reprendre présent et c'est un très bon moment que je suis déjà en train de passer avec vous. On va le voir en photo pour, n'est-ce pas, essayer de situer au mieux nos téléspectateurs. Hassan Dam, le boxeur franco-camerounais qui a perdu son titre de champion du monde de la WBA. C'était face aux Japonais à la suite d'un combat qu'il avait pourtant gagné. C'était au mois de mai de cette année 2017. Un combat qui a été reporté suite à quelques anomalies constatées en dernière minute. Il s'appelle Hassan Dam. De toutes les façons, on va faire un commentaire. On aura l'illustration tout à l'heure en photo que voici d'ailleurs. Quel commentaire pouviez-vous faire, mon très cher? Tout porte aussi à croire que Hassan Dam n'est plus très jeune. Déjà, lorsqu'on a plus de 30 ans dans ces disciplines, il faut dire qu'on va déjà vers le crépuscule de sa carrière. Il est bel et bien vrai qu'en début d'année, il nous a gratifié d'un combat avec un KO lors du premier round. Tous les Camerounais étaient tellement fier, puisqu'il faut quand même se rappeler que ça a été le gros fiasco des Jeux Olympiques 2016. On précise qu'il était venu représenter le Cameroun, tout le monde pensait du bien de lui, malheureusement. Ça a été un flop et c'est plutôt Wilfried Seyi qui s'est bien illustré durant cette campagne olympique. Et juste après,
on voit monsieur Hassan Dame Jikam qui réussit quand même à gagner sa ceinture grâce à un combat remporté sur KO. Cette fois-ci, on a du mal à comprendre comment il s'est incliné face à un adversaire qu'il avait dominé il y a de cela quelques mois. Mais il faut dire que dans la boxe, surtout dans le sport individuel, les détails comptent. Pouvaient être en forme, il y a la forme du jour, il y a beaucoup de choses, une petite déconcentration pour faire aller à gauche d'une rencontre comme celle-là. Et moi je dis, il commence à prendre de l'âge, ça il ne faut pas l'oublier. Un autre, pas invité, c'est un habitué. J'ai du mal et je peux vous rassurer qu'on ne va pas le présenter. Il s'appelle Jackson Jock. Il est reconnu de ne pas tenir sa lame dans la poche. Jackson Jock, bonsoir. Bonsoir Ludovic. Bonsoir également au panel. Et spécialement pour ce soir, bonsoir à toutes les téléspectatrices. Vous avez fait un choix, vous avez précisé spectatrice, téléspectatrice. En tout cas, on le comprendra en off tout à l'heure. Jackson Jock, comment est-ce que vous avez vécu le week-end dernier le mouvement sportif dans son ensemble, en grosso modo? Vous nous faites un point? Oui, il faut dire que le week-end a été marqué par plusieurs sports, en l'occurrence les différents finales dans certaines fédérations, comme par exemple du côté du basketball. On a eu la finale de la Coupe, en tout cas, les qualifiés pour la finale de la Coupe du Cameroun, puis la finale de la Coupe du Cameroun. Je crois que c'est BA qui a remporté cela. Il y a aussi eu plusieurs actus. Il y a le powerlifting qui s'est déroulé. En tout cas, il y a eu plusieurs actualités. Je pense qu'on va essayer, autant que faire se peut, d'analyser, décrypter toute cette actualité tout au long de cette édition. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir permis de planter ce décor. On va prendre une toute petite transition et quand on revient, c'est pour parler de CAN Volleyball. Les messieurs sont déjà sur le ring. Entre guillemets, tout de suite. Ils veulent sûrement faire comme les filles. Tout récemment, c'était le 14 octobre dernier où les filles ont été sacrées championnes d'Afrique de volleyball. Ils veulent aussi s'y essayer, pourquoi pas. Le Cameroun est donc présent à cette CAN Volleyball, monsieur, qui se déroule du côté de l'Égypte et en toute fin de soirée, le Cameroun a joué sa toute première rencontre, c'était contre le Maroc, une rencontre qui a basculé en faveur du Cameroun par 3-7 à 1. Je pense au contrôle de Frampek avec lequel je vivais de bout en bout cette rencontre. Alors, on va dire quand même, mon très cher Jaurès Tiabat, que le Cameroun fait une très belle entrée en matière dans cette compétition et des lendemains meilleurs se présentent au devant de nous. Je crois que c'est important. On dit souvent que quand vous allez dans un tournoi, le plus important, c'est d'y rester le plus longtemps. Et je crois que gagner d'entrée de jeu comme ça vous met en confiance. Ça permet que le groupe tout entier puisse comprendre la nécessité qui encadre même ce tournoi et les enjeux qui motivent cette organisation. Et sans oublier surtout ce qu'on appelle les grands exploits de la nation. Vous savez, les exploits de la nation, vous les avez entre vos mains parce que quand vous partez du Cameroun, vous portez un flambeau, vous portez grand un étendard et vous avez cette responsabilité-là de revenir ou encore de faire un parcours brillant ou élogieux. Parce qu'on a véritablement besoin. Et moi-même, je dis, c'est pas une mission impossible dans la mesure où déjà les lions de cette discipline-là ont réussi à s'hisser sur la plus haute marche du podium à la faveur de cette CAN de volley organisée en terre camerounaise. Donc c'est un tout petit peu une copie conforme de ce qu'on avait déjà vécu en 2016 avec les Lions de football et que quelques mois seulement les Lions sont allés du côté du Gabon flamber. Donc les Lions du volleyball peuvent également réaliser un très bon coup de ce côté-là et je crois qu'il faudra véritablement que toutes les énergies nécessaires soient mobilisées et même les moyens, qu'il n'y ait pas de débordement et qu'il n'y ait pas de manquement dans la gestion administrative qui encadre cette équipe-là. Je crois qu'ils vont nous réaliser un bon résultat, surtout que ce soit chez les dames ou chez les messieurs. Ces équipes ont régulièrement pris part aux grandes compétitions dans le monde et se sont véritablement mis à un certain niveau et qui puisse leur permettre de se prévaloir d'un capital de performance conséquent. Les autres disciplines, Eric Chouin, le football, dont on parlait du parti politique qui rassemble tous les Camerounais, et on se voit, ces autres disciplines sont en train de monter en puissance. Est-ce qu'il y a finalement
ça bascule forcément. Et qu'est-ce qui peut en être la motivation? Je ne sais pas ce qui monte en puissance. Les autres disciplines n'ont pas de volleyball. Les femmes ont gagné. Le football féminin, finalement, elles sont arrivées en finale. Malheureusement, le Niger a remporté. Les autres disciplines, le powerlifting, on a remporté 3 médailles, soit une en bronze, 2 métaux en argent. En tout cas, de toutes les façons, je n'ai pas envie de vous faire un pronostic ici, en direct sur le plateau, mais on voit quand même, on constate qu'il y a ces autres disciplines qui montent en puissance. Oui, je crois qu'il y a une nouvelle race, permettez-moi l'expression, de managers dans ces disciplines-là qui ont acquis de l'expertise pour la plupart ailleurs et qui reviennent aujourd'hui mettre au service du Cameroun ce qu'ils ont appris. C'est ce qui peut expliquer, malgré le manque de moyens qui se fait de temps en temps, malgré les lourdeurs administratives qui peuvent accompagner ces disciplines dites mineures-là. Je crois quand même que c'est quelque chose qui est à féliciter. C'est un ensemble d'éléments qui vont venir galvaniser l'ensemble du mouvement sportif camerounais et venir peut-être pas concurrencer au jour d'aujourd'hui le football, mais tout de même créer d'autres pôles d'attraction qui pourraient dans une moindre mesure amener les Camerounais à partir du football pour s'intéresser un temps soit peu à d'autres disciplines. On a vu avec les filles du volleyball la semaine dernière à Yaoundé, c'était une mobilisation tout azimut. Moi, pour dire vrai, j'avais jamais regardé de bout en bout un match de volleyball qui puisait un match de volleyball féminin, même si dans mon cursus secondaire, j'ai été dans un collège où ce sport était pratiqué de façon très assidue. Donc pour dire que on peut bien faire malgré les moyens modestes, parce que ces fédérations que vous citez là ont des moyens qui ne sont pas à la dimension ou à la hauteur des moyens que le football a, mais ces fédérations parviennent à s'illustrer, parviennent à se montrer, parviennent à hisser haut le drapeau du Cameroun, que ce soit ici ou alors ailleurs. C'est quelque chose qui est à féliciter. Mais vous connaissez ma position qui est assez fondamentale sur cet ensemble de choses. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut qu'il y ait une politique globale de sport qui nous permette de détecter, d'encadrer et de favoriser l'éclosion des champions. Tant qu'on n'aura pas ça, on aura de temps en temps des épisodes comme les filles du volley, même si lorsque je dis ça, certains amis de Jackson Jock me prennent à partie. Je crois que ça, c'est des choses qu'il faut faire. C'est victoire spontanée. Voilà. Et c'est souvent, on passe le temps à les célébrer alors que le problème lui reste entier. On n'a pas attaqué le nœud du problème, on n'a pas attaqué le cœur du problème. On passe le temps à apporter des solutions cosmétiques qui ne résolvent pas les problématiques de fond. Donc je dis, c'est bien, mais on peut faire mieux. D'accord. Alors, Franck, on va quand même se dire que cette compétition, vous en rêvez-vous que le Cameroun, les messieurs en tout cas, soient sacrés à leur tour champion? Je crois qu'une victoire du Cameroun à la CAN ne serait pas un rêve. A priori, si on jette un petit coup d'œil au rétroviseur, on se rend compte que le Cameroun est en train de regresser sur l'échiquier international en ce qui concerne le volleyball sur le plan masculin. Il faut dire que c'est quand même une équipe en début des années 2000, je crois que c'était en 2001, que le Cameroun avait remporté la compétition. 2 ans plus tard, ils sont classés 3e. 2 ans, ils sont terminés 2e. C'est-à-dire de 2001 en 2011, le Cameroun finissait au pire 3e, toujours sur le podium. Il faut leur dire. Je veux dire, au pire, ils terminaient 3e sur le podium. C'est après 2000, je crois qu'ils ont terminé une fois 4e. Bref, toujours parmi les 4 premiers. C'est depuis 2011, à partir de 2013, que le Cameroun s'est classé 4e, 5e même. À la limite, c'est pour dire que le Cameroun veut redorer son blason. Malheureusement, Ludovic, c'est très beau de faire rêver nos téléspectateurs en disant que oui, le Cameroun a dominé le Maroc 3-7-1. Déjà, il faut même dire que le Cameroun a fait montre d'un grand... C'est appréciable, j'allais dire Jackson. Franck, non, je vais vous dire, déjà, il faut... On sait que le Maghreb fait de ce genre de sport roi. Non, pas forcément. Je veux dire, il ne faut pas trop... notamment, le Maroc n'est pas une grosse écurie. Lors de ce match, le Cameroun a perdu le premier set et a remporté les 3 autres. C'est vrai que c'est à l'arraché, pas très facile. Moi, je reviens sur la préparation. Il y a un joueur camerounais, je crois que c'est Ounem Bagna, qui est un réceptionniste, qui a beaucoup tiré sur la préparation des Lions indomptables. Il disait qu'à l'époque,
on accordait au Cameroun plus d'1 mois, voire même 2 ou 3 mois de stage, puisqu'on savait qu'on avait besoin de ces regroupements-là pour permettre au Cameroun de bien s'illustrer lors de ces compétitions. Mais depuis que le Cameroun a commencé à bien s'illustrer, on s'est dit qu'on avait déjà une équipe assez aguerrie, une équipe assez talentueuse qui n'avait plus besoin de stage. Par contre, si on fait le parallèle avec les filles, celles qui viennent de remporter, c'était plus de 2 mois de stage du côté du Brésil. Voilà les fruits. Ces Lions qui sont en train de jouer n'ont que fait 2 semaines en Slovaquie, moins d'1 mois. Je dis, ça ne ment pas, vous regroupez en moins de 2 semaines, contrairement au football où c'est quasiment toujours des professionnels au volley, ça demande beaucoup des réflexes, beaucoup des automatismes. Il faut dire que ça sera très très compliqué pour le Cameroun, qu'il faut quand même dire, je suis d'accord avec vous, que dans ce groupe, lorsqu'on gagne déjà le Maroc, il faut dire que le Nigeria reste prenable. Donc, peut-être se qualifier pour les quarts de finale, c'est déjà un acquis, mais remporter, il faut dire que le chemin est encore très très long. D'accord. Eric, tu veux juste un mot vraiment en 1 minute. Juste pour dire à Franck que vraiment, c'est bien de faire les stages, mais le stage vient boucler. C'est-à-dire que vient boucler une préparation. La préparation commence par le club. Il faut qu'on ait un championnat bien structuré, un championnat haut niveau. Je mets à défi quiconque. Si vous prenez quelqu'un qui ne sait pas entraîner, qui n'a pas compétit, faites-lui faire tous les stages du monde, il ne sera pas à niveau. Ces filles, le stage est venu les bonifier. Pourquoi? Parce que la plupart sont des professionnels. Elles viennent d'ailleurs. Et quand on les met aujourd'hui dans ces conditions-là, on les amène au Brésil. Elles sont sous l'encadrement des entraîneurs brésiliens qui sont aujourd'hui la fine crème du volleyball planétaire. Ça va donner des résultats. Mais je dis qu'au lieu à chaque fois d'apporter des mesures cosmétiques comme ça, il faut aller au fond. Et je pense que quand je dis ça, je ne commets pas de crime. Très bien. Il fait pas mal de le dire. On va revenir à vous pour que ce ne soit pas un jeu de ping-pong. Jackson Diop, de l'analyse d'Eric Chouin, en passant par Franck Peck, sans omettre les avis de Jaurès, est-ce qu'on peut quand même se dire que Eric Chouin ne fait pas mal de s'y interroger sur un accent particulier à mettre sur ce sport qui nous enflamme et après on va passer plus d'une décennie avant de revivre cela? Non, je pense que Eric est dans sa logique de la mauvaise foi, avec tout comme celui qu'on appelle. Je crois que c'est Franck Peck qui a essayé de dire quelque chose, même si à la fin, il a essayé aussi un peu d'être alarmiste. Mais Jackson, dites pour vous donc finalement. Non, je pense que j'ai parlé tout à l'heure dans mon propos introductif, j'ai parlé de la finale, par exemple, du basketball au Cameroun. Alors, si certains de nous ne suivent pas le championnat de basket, on ne doit pas s'arrêter là. Les gens ne doivent pas dire effectivement qu'il n'y a pas de championnat. Ça existe, le championnat est là. Maintenant, dans le tout, c'est pas l'existant, Jackson. Je ne pas du niveau de l'existant, Jackson. Est-ce qu'il y a dans un suivi, vous qui le suivez? Est-ce que vous constatez qu'il y a du suivi? Si on organise des regroupements. Est-ce que je peux terminer? Allez-y, Jackson. Allez-y, Jackson. Laissez-moi terminer. Parce qu'on disait tout à l'heure que ce sont les générations spontanées. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent comme ça et puis de nulle part, qui ont fait des résultats. C'est pour ça que je dis non. En termes d'équipe, ce sont des joueurs qui évoluent d'abord dans certains clubs, même si les gens ne s'intéressent pas encore à ce sport. Mais ça se joue. Mais de manière précaire quand même. Maintenant, pour ce qui est, ça c'est une chose. Maintenant, pour ce qui, là où il a un peu raison, quand il parle de la préparation, au niveau de la préparation, là, parce que si vous voulez, par exemple, gagner une compétition, par exemple, africaine comme ce qui est en train de se jouer absolument, il faudrait que vous ayez une préparation efficiente. Ça, nous sommes d'accord. Vous ne pouvez pas en 2 semaines faire un stage et vouloir gagner. Bon, vous pouvez parce que s'il y a des individualités, vous savez que dans tous les sports aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des individualités. S'il y a des gens qui... en 2 semaines, c'est quasiment impossible. Le champ. Peut-être que le facteur chance aussi est là. Donc, c'était d'abord cet équivalent que je voulais lever pour ne pas dire aux téléspectateurs que écoutez, il n'y a pas de club au Cameroun, ça ne se joue pas et puis les gens viennent de n'importe où, on forme une équipe et puis non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des clubs, Maintenant, je dis pour le suivi, il faut vraiment qu'on essaye d'être sérieux et comme ça, les victoires vont être engagées à chaque moment. Eric,
vous avez dit en 30 secondes, vraiment, pour qu'on passe au prochain. Je ne sais pas si je suis privé de parole depuis quelques temps. Non, on arrive. Vous avez vu, Jason a passé un bon coup, il n'a pas de Non, mais il y en a déjà repris. De toutes les façons, j'ai le timing avec moi. Demandez-moi à la fin combien de minutes vous avez passé à vous exprimer. Vous savez, Ludovic, j'ai la faiblesse de penser que dans toute chose, il y a une orthodoxie. Ça veut dire qu'au Cameroun, on n'invente pas le fil à couper le beurre. Pour préparer une équipe, on vient chercher les joueurs dans un championnat. On vient chercher les joueurs qui ont un certain niveau parce qu'ils ont compétit. Le basketball dont il fait allusion, je ne sais pas si tous les Camerounais savent comment s'organiser. C'est-à-dire qu'après un mois, il y a 3, 4, 5, 6 équipes qui se regroupent par exemple à Bamenda. On joue un week-end, on rentre. Un mois et demi après, on se retrouve par exemple à Bouéa. Ils appellent ça des regroupements. Vous pensez que quand vous jouez comme ça, parfois il y a certaines équipes qui ne sont même pas là parce qu'elles n'ont pas pu avoir les moyens pour se déplacer. Ce que je dis, c'est que pour pérenniser ce que par exemple les filles du volley ont fait, il faut qu'on ait un championnat fort. Il faut qu'on ait des académies où on forme les volleyeuses. Quel est ce pays-là où on ne pense pas à la relève? Je mets quiconque au défi. Il n'y a pas les équipes de jeunes au volleyball. Très bien. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, je voudrais dire quelque chose. Il n'y en a pas. Demandez calmement la parole, on vous la donne. Juste un mot. Il n'y en a pas. Non, laissez qu'il chute, il risque de s'égarer dans ses arguments. Il n'y en a pas. Donc au lieu de venir nous faire du chauvinisme sur le plateau, je crois qu'il faut être pragmatique, observer la situation, la scruter, se poser les bonnes questions et poser le bon diagnostic. Très bien, merci Eric Chouin. On va revenir à vous, Jackson. Vraiment, si le temps. Non, on n'aura pas le temps de revenir. Jackson, ça va faire un jeu de ping-pong. Je voudrais que Jaurès Chabat se prononce. On n'a pas communié, comme il disait Jaurès. Rassurez-vous, et j'apprécie votre tempérament ce soir. Merci, Ludovic. Je ne sais pas si sur ce plateau, on est là pour savoir qui a dit quoi, qui n'a rien dit, pour rejeter le propos sur cette personne, comme fait mon frère Jason Dior. Mais j'ai remarqué qu'il y a eu quand même Kouroukan Tchadien tout à l'heure. C'était juste pour traverser. Alors, si on parle ici de volleyball, c'est clair quand même que le football reste la seule discipline qui s'est véritablement démarquée au vu de l'encadrement administratif de nos autorités. Dans ce sens-là, mais les autres disciplines ne sont pas aussi lésées que ça, parce qu'on sait quand même qu'on parle d'un ministère de sport et pas un ministère de football. Ça veut dire que ce département a un devoir régalien, celui d'encadrer toutes les disciplines sportives. Et un budget est alloué à chaque discipline sportive en début d'année pour gérer toutes ces activités sportives et faire ce qu'on appelle un rapport de fin d'activité chaque fin d'année. Voilà. Maintenant, c'est le suivi qui me semble être un problème parce que selon le cahier des charges à l'heure imposé, ils doivent, chacune de ces fédérations civiles nationales, organiser régulièrement des compétitions parce que les moyens qui les sont servis sont conséquents quelque part. Et maintenant, il revient aux fédérations de tout faire pour davantage créer des sensations, faire des bons résultats, capables de convaincre l'autorité gouvernementale à encadrer ce que nos lions du volleyball ont réalisé ces derniers jours, ont permis au ministre des Sports, M. Bidon Quat, de croire et même de se mettre dans l'esprit qu'il faille accompagner cette discipline-là coûte que vaille. Et ça, les Lions du basket l'avaient déjà fait. Et je continuerai pour dire ceci. On a peut-être la mémoire courte de rappeler ici, parce qu'Eric parlait un peu de ce qu'il a été dans son cursus secondaire, dans un établissement et qui pratiquait le volleyball. Ça veut dire que c'était un volleyball pratiqué au niveau de la jeunesse. Ce sont des jeunes. Et moi, j'ai fait le lycée des Cribis pour ceux qui peuvent s'en souvenir. On pratiquait également toutes les disciplines sportives que nos enseignants d'EPS étaient souvent diversifiés. Il y avait ceux qui avaient une compétence dans le basketball et d'autres dans le handball. J'ai eu un autre, Longoy Benizet, et qui fut mon entraîneur, mon enseignant de sport au lycée de Nyon-Brazzaville. Donc c'est pour dire
qu'il revient en même temps à ceux-là qui, sortant de l'INGS, doivent non seulement dormir sur leur laurier, mais essayer de promouvoir la discipline sportive par compétence et qui leur a permis de sortir de l'école. Et c'est pas seulement parce que quand vous êtes sur le terrain comme enseignant, vous remplissez en partie les fonctions du gouvernement en tant que fonctionnaire. Soyons précis. Je vous dis ceci. Les activités, je suis d'accord avec Eric que la structuration solide de ces disciplines-là n'est pas encore à l'ordre du jour, parce que même au sommet de l'État du Cameroun, quand il a fallu qu'on mette sur pied une académie capable de gérer et de préparer les talents futurs, on a parlé d'académie de football. On aurait pu mieux faire en parlant d'académie de sport qu'on aurait développé et pensé à d'autres disciplines sportives. Ça donne raison à Eric Chuen que certaines disciplines sont encore dites mineures. Mais je crois, ma foi, qu'au niveau de ces différentes fédérations-là, on se bat pour que des activités se déroulent bien et que les jeunes soient fortement impliqués. Même si la presse n'est pas toujours informée. J'ai eu ce problème avec Ansama de l'athlétisme à qui je demandais que les séances de recyclage de la presse sportive vis-à-vis de la discipline athlétisme n'étaient pas à l'ordre du jour parce que nous nous imprégnions suffisamment. C'est pourquoi on s'est dit qu'il n'y a pas d'organisation d'activités dans ce domaine-là ailleurs qu'il y en a. Donc c'est à ces fédérations-là de se rapprocher de la presse et de communiquer suffisamment. Merci. Et Jaurès, Jackson Jock. Non, je dis parfois, parfois ça mérite de reprendre la parole sur des choses que tout le monde connaît. Vous savez, le football tel que c'est organisé au Cameroun est différent des autres fédérations. Je veux dire l'Africa Foot. C'est-à-dire que en basketball, par exemple, les tournois sont organisés en zone. C'est-à-dire que ce n'est pas comme en football où une équipe peut se balader sur tout le triangle national. De Yaoundé pour venir Tchad. C'est organisé en zone. C'est pour ça que ce n'est pas assez répandu. C'est pour ça que les joueurs. C'est pour ça que je. C'est un problème de format. Non, Jackson n'a pas tort. Moi, je voulais. On peut se calmer. C'est un problème de format. Je vais dire que c'est compléter Jackson après qu'il finisse. Comme les autres disciplines. Dans les autres fédérations comme le football, où tout le monde est au courant. Si vous ne vous intéressez pas à la discipline, vous ne pouvez pas avoir cette actualité. Très bien, merci Jackson. On ne va pas refaire le débat là-dessus. On doit la presse sportive. Très bien, on va continuer. Non, vous n'étiez pas au courant. Tout le monde n'avait pas l'information. Je vous en prie qu'on se calme un tout petit peu. Comment vous demandez je reste pas les médias. Par contre, ce que nous savons avec les spectateurs, c'est qu'il y a éliminatoire du Mondial 2018 et que les U20 ont vraiment déjà remporté la rencontre du premier tour. C'était face à la Guinée équatoriale. Le score était de 9 buts. Ils à 0. Ils sont dans le sillage des matchs amicaux qui les met en condition pour jouer la deuxième rencontre, c'est-à-dire du deuxième tour éliminatoire parce qu'il en reste 2. Et puis elles ont gagné la formation de Mbanga, je veux dire. En tout cas, je vais me retrouver tout de suite Mbangboulette de Ngambé, plus précisément. 18 buts à 1. Est-ce qu'on peut dire, je veux dire, faut un peu que décidément je reste plein dans ma bouche. Alors enfin, est-ce qu'on peut dire que c'est là un sparring partner véritablement sur lequel est-ce qu'on peut évaluer la forme des Lions? Non, déjà non. Je dis, c'est vrai que j'ai pas pu m'exprimer sur le. Non, je voulais qu'on continue. Non, oui, en fait, on va aller très rapidement. Je veux dire, en fait, ce qui est important, c'est que les filles jouent. Peut-être parler de la qualité de l'adversaire, c'est pas très important. Vous savez, la difficulté soit avec le football féminin, c'est qu'on n'a pas de championnat. Je crois que là, Jackson ne va pas revenir pour nous démontrer qu'on a un championnat de football féminin de U20. Ça, je vais lui dire. Je crois que ça n'existe pas. C'est pour dire que ces filles-là, tout à fait d'accord avec Eric Chuen, on les prend au quartier, puisque championnat de U20 n'existe pas au Cameroun, même chez les hommes, combien de fois chez les filles. C'est pour dire que ces filles-là, on ne sait pas combien elles jouent. C'est très important pour elles de livrer des matchs amicaux. Peu importe l'adversaire, au moins, ça crée une certaine cohésion. La preuve, elles ont besoin de beaucoup de stages. Contrairement, par exemple, parce que Eric Chuen disait tout à l'heure, où le stage, c'est l'aboutissement d'une saison accomplie. Malheureusement, puisqu'il n'existe pas un championnat, leur stage, c'est quasiment leur championnat. Donc, elles ont besoin de jouer contre les Bamboulettes, contre tout. Très souvent, même, c'est contre des équipes masculines qu'elles jouent pour essayer un peu de mieux se former. Je dis, c'est bien. Et on se rend compte que l'équipe, apparemment, a un bon niveau. La preuve, 9-0, c'est pas donné. C'est un sujet de 2, malheureusement, tel que défini dans notre feuille de route ce soir. Après Frampec,
nous allons passer avec Eric Chuen pour donner son point de vue par rapport à cette compétition qui est encore dans son volet éliminatoire. Et voilà, moi je crois que on a trop Fred bricolé. On est dans un environnement où il y a lieu de faire mieux. Je crois qu'on doit faire mieux. Mais bon, comme le mieux n'est pas pour tout de suite, contentons-nous de ce qu'il y a déjà et essayons de scruter ça et de décrypter. Voilà, je crois que l'équipe des U20 elle est en train de se préparer pour son match face à la Sierra Leone, sa double confrontation. Exact. Voilà, donc ce que nous pouvons souhaiter, c'est que les gamines soient au top et que le jour J, qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. Je profite pour saluer Colette Fegenzana. Elle a fait un doublé pendant ce match contre Bambulette de Cambé. Dans ces 18 buts. Oui, dans ces 18 buts, elle a fait un doublé. Apparemment, toute l'équipe a inscrit un but. Voilà, donc beaucoup de courage à toute cette équipe. Nous espérons juste qu'elle se qualifie pour la Coupe du Monde des U20. J'espère que ça va donner une certaine rentabilité financière, ça va donner une visibilité à ces filles-là. J'espère aussi qu'elles auront des contrats professionnels et que sortir de là, l'instance fédérale va voir l'importance de la structuration du football de la base jusqu'au sommet, parce qu'il n'y a pas de sommet sans la base. Vous allez aussi souffrir. Mais parlant quand même de la base, rapidement, il faut dire qu'il y a des choses qui sont faites dans ce Lesquelles? Le football jeune est déjà en train d'être organisé au Cameroun, donc il ne faut pas tirer sur l'organisation totalement. C'est l'une des casquettes que vous portez, il faut le dire. Parce que c'est bien marqué sur votre sainteté. Vous êtes un spécialiste du football jeune. C'est la distraction. Dans le département de la communication, c'est notre débat. Vous allez souffrir aussi tous les deux pour suivre les autres. Et avec eux, on va parler de ce comité de normalisation. On va aller très très vite. On a des sujets très chauds qui nous attendent au pied de ce conducteur. Le comité de normalisation, alors mon très cher Jaurès, qui imprime ses marques au fur et à mesure. Nous en sommes déjà à la commission ad hoc féminin qui va justement gérer les affaires courantes jusqu'aux nouvelles élections de la FECAFOOT. Céline Eco portait à la tête de cette commission. Il n'y avait que elle, ou vous aviez quelqu'un d'autre que vous aviez vu passer par là? Mais alors, très honnêtement, Ludovic, je ne vais pas faire dans la langue de bois. Moi, je reconnais quand même les efforts que les uns et les autres fournissent pour que les choses avancent. On sait que Dame Eco a été PCA du Canon de Yaoundé. Elle a conduit cette équipe des Lions au Mondial canadien 2014. Elle a réalisé quand même un exploit de ce côté. Elles sont revenues avec pas mal d'éloges et qui étaient faits à l'endroit de ces dames-là, de ces Lions. Et je crois que le fait que Dame Eco revienne dans la maison vient justifier la raison qui avait commencé à faire naître un divorce entre l'ancien bureau fédéral et Dame Eco, qui n'était plus trop d'accord avec certaines pratiques du côté des Tinga. Et on sait que cela lui a valu ce que c'est parce qu'elle avait été remplacée par Dame Atia Véronique. Mais maintenant, il y a autre chose, c'est que je ne voudrais pas véritablement que Maître Dieudonné Hapi vienne beaucoup plus travailler dans les nominations des commissions et autres, parce qu'on n'en a véritablement pas besoin. C'est vrai que dans une moindre mesure, ces nominations peuvent lui permettre de pouvoir s'établir une feuille de route véritable, parce que tout administrateur, tout manager qui arrive à bord d'une entreprise a besoin d'avoir ses hommes de main avec lesquels il peut véritablement conduire son projet à bon port. Maintenant, certains vont penser qu'il fait cela à tête chercheuse, parce qu'on parle un peu plus loin de ce que celle qui gère la cellule de communication du marketing, la FECAFOOT, aussi serait en voie de partie, parce que très probablement remplacée par quelques noms qui commencent à circuler. Et ça, certaines personnes prennent sur eux sans toutefois se cacher de dire que ce sont des récompenses de fidélité à Samuel Eto'o pour cette victoire acquise. Et donc, je ne voudrais pas qu'on arrive à ces niveaux, parce que ça risquera, oui, voilà. Mais ça va arriver. Non, on ne confirme pas. On rapporte ce qui peut être dit des personnes. Il est dans un développement. Mais il ne parle pas au nom des autres. Non, il ne confirme rien. Je ne sais pas. Monsieur Jackson, je suis reporter. Que vous-même, je vous en prie, monsieur, je suis reporter. Là,
le départ de Blaise Moussa, c'est vous n'êtes pas obligé de parler des soupçons des gens ici. Monsieur, je vous en prie, permettez que je parle. Mais vous ne lui dictez pas quand même ce qu'il doit dire. Nous voulons par la suite, laissez-moi un peu parler. Rappeler le code d'accès, du moins pour nous faire parvenir vos textos, chers amis téléspectateurs, le numéro s'affiche au bas de votre petit téléviseur. Allez-y, chutez donc rapidement. Vous avez connu M. Etonguet, il a travaillé dans cette instance fédérale. Oui. Il est parti pour des raisons qu'on connaît. Et M. Moussa... Pas pour des raisons qu'on connaît, c'est pas des raisons qu'on... Elles n'ont jamais été officiellement maintenant, pour ceux qui ne veulent pas, parce que je ne vais pas commencer à mettre ici là, je ne vais pas mettre à mon deux visions certaines raisons. Monsieur Jackson Job, vous êtes sans ignorer que j'ai rappelé ici Monsieur Happy, maire Dieudonné Happy, voilà. Pour le rectificatif, a pris sur lui d'abord dans un premier temps de mettre fin à tous les courriers qui allaient vers le secrétariat général et avait instruit que cela parvienne à son cabinet personnel parce qu'il y a quand même un environnement qui pourrait être considéré comme soupçon. Il n'y a pas de confiance qui existe. Eric, tu ne me diras pas le concret. Si le manager d'une structure comme la FECAFOOT commence à prendre autant de précautions, c'est qu'il a compris qu'au sein de cet instant fédéral, il y a quelques personnes capables de balancer des informations out. Et pourquoi on doit cacher et que des informations sortent de la maison? Ça veut dire qu'on ne peut pas soir une gestion unilatérale à la faveur, je ne sais pas, d'un camp ou d'un autre camp. Il n'y a pas de camp. Je voudrais qu'on se comprenne. Il n'y a pas de camp dans un comité. Vous avez 30 secondes encore. Je dis bien 30 secondes. C'est pas moi qui le dis. À quelqu'un d'autre. Samuel Eto'o a été reçu par Maître Happy Dieudonné. Mais c'est qui n'est pas et ça laisse croire parce qu'avant que Maître Happy ne soit nommé à la tête du comité de normalisation, il y a certaines informations qui faisaient état de que c'était la volonté initiée par Samuel Eto'o à la base parce qu'il a été consulté quand même pour le comité de normalisation. C'est qui est tout à fait normal. C'est qui est tout à fait normal. Mais maintenant, ne confirmez pas que c'est l'influence d'Eto'o qui aurait mis Dieudonné Happy aux commandes. Justement, vous le dites. Mais il a été consulté. Je le confirme aussi. Mais je confirme en rien les rumeurs qui sont dites. On connaît du moins les circonstances qui existent entre Maître Dieudonné Happy et Samuel Eto'o. Non, je pense c'est aussi votre relation. Personne ne peut dire. Jackson Diop, allez-y en un mot. En un mot, c'est que vraiment ne créons pas un environnement de soupçon inutile. Il se trouve que ceux qui sont à la Fédération camerounaise de football sont là pour la gestion des affaires courantes et organiser une élection ou des élections. Non, Jackson, ils sont d'abord là pour réécrire les textes, c'est le premier rôle. Est-ce que la gestion des affaires courantes demande qu'on libère des gens qu'on recrute? Je dis, on commence d'abord par l'écriture des textes et la gestion des affaires. Ça devient un petit peu embêtant. Laissons Jackson Diop développer. Je dis, le problème c'est que il faut d'abord, moi je voulais aller plus vite. Il faut organiser des élections. Maintenant, pour organiser des élections, il ne faudrait pas qu'on revienne encore à des soupçons. C'est pour ça qu'on veut des personnes neutres à la Fédération camerounaise de football. On veut des gens qui sont neutres. On ne veut pas ceux qui ont été des locataires là-bas. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est en train d'assainir. Que les nouvelles personnes arrivent pour qu'on organise l'élection dans la sérénité. Voilà. Il faut qu'on arrête souvent un petit problème. Il y a telle acquaintance avec tel autre. C'est pour ça qu'on est en train de faire comme ça. Non, arrêtons ça. Et revenir encore avec des soupçons, d'autres soupçons qui sont graves. Voilà une personne qui est à la Fédération quand même de football. Et au nom des soupçons, Jaurès nous dit qu'il y a déjà des noms qui circulent. À quoi bon de nous dire ça? Je peux vous les donner si vous en avez besoin. Mais dites-nous que peut-être elle est en difficulté ou bien elle a été convoquée par le comité de normalisation. Vous prenez une affaire que vous avez suivie et vous mettez ça sur... Non, ce n'est pas sérieux. Mais peut-être quand il s'exprime, il a dû faire des investigations là-dessus. Ni pour la personne dont vous êtes en train de parler, ni pour la... Je le dis parce que c'est un secret polichinelle. C'est connu de tout le monde. Peut-être que c'est le seul qui vous avez autant de parole, Jaurès. Je suis désolé. Allez-y. Non, en fait, moi, je crois que je vais faire un peu la synthèse des deux parties. Je suis d'accord qu'il ne faut pas créer un environnement de soupçon. Mais Jackson, le problème qui se pose, il y a un problème de timing. Vous savez, lorsque le précédent comité de normalisation avait été mis sur pied, ils avaient aussi quasiment les mêmes prérogatives. Réécrire les textes, gérer les affaires courantes et organiser les élections. Voilà. On a l'impression que quand tous les comités de normalisation arrivent, ils s'intéressent d'abord à la gestion des affaires courantes. On ne sait pas pourquoi. On a l'impression que
gérer les affaires courantes, c'est la chose la plus importante. Pourtant. Mais attends, de quoi reprochez-vous maintenant le comité de nomination? Non, j'y arrive. Les élections sont prévues a priori en février. Depuis qu'ils sont mis sur pied, vous allez me dire, ils ne sont pas obligés d'officialiser leur travail. Mais tout porte à croire que les textes, pour le moment, ne les intéressent même pas. Très bien. Sinon, merci. Non, je chute, Ludovic. C'est pour dire que réécrire les textes n'intéresse pas. Et pour qu'il y ait des élections, il faut de nouveaux textes, Jackson. Ça va de pair. S'il n'y a pas de nouveaux textes, il n'y aura pas d'élections. Donc, au regard de ce qui se fait, tout porte à croire qu'on va encore prolonger le mandat. Est-ce que je peux dire quelque chose de normalisation? C'est une chose qui apparaît finalement. Je dis, nous sommes d'accord qu'on essaie d'assainir Jackson Job, le milieu. Mais on a l'impression qu'autant de nominations à si peu de temps, on a l'impression que ça va mettre trop de temps afin de vraiment l'assainir. Et vous avez suivi de bout en bout. J'estime que vous voulez prononcer à propos. Non, moi je crois que la question de départ c'était sur la nomination de Dameko. Je voudrais dire que ce n'est pas une non-name dans l'environnement du football féminin. Vous savez, le football féminin aujourd'hui, c'est un peu le parent pauvre de l'ensemble du mouvement du football, du moins sur le territoire camerounais. Et lorsque vous voyez une femme dans cet environnement-là pendant autant de temps, ce n'est pas pour se servir, mais c'est très certainement pour servir. Elle a été, comme le rappelait à bon escient Jaurès, PCA du canon sportif de Yaoundé. Un club mythique. Je crois qu'il faut avoir... Relégué. Je crois qu'il faut... Non, pas, c'est pas... Vous êtes des phases. Je crois qu'il faut avoir... Je crois qu'il faut avoir de la... Nous sommes vraiment abondés d'appels. Je crois qu'il faut avoir de la hauteur sur notre écran de contrôle. Je crois qu'il faut avoir de la hauteur. Parvenez vos SMS. Il faut avoir de la hauteur pour être PCA du canon sportif de Yaoundé, qui n'est pas n'importe quel club sur la scène nationale. Donc je crois qu'elle est revenue aujourd'hui. S'il y a un mérite, je crois certainement qu'elle mérite d'être là. Oui, mais maintenant, sur cette kyrielle de nomination-là, je crois qu'on n'en a pas besoin. Et pour un comité de nomination qui est censé faire 5 mois, on nomme des gens qui vont venir faire 2 mois, 3 semaines. Et c'est pour faire quoi? Maintenant, on a fait le team manager. Et je rappelle que ce n'est pas une commission en tant que telle, c'est un comité ad hoc. Oui, bien évidemment, j'ai bien parlé de ça. C'est un comité ad hoc qui va venir siéger. Qu'est-ce qu'il y a à gérer pendant les 2 semaines? Où est l'urgence de la nomination? Très bien. L'entrée en scène de Moha, épouse du Congo Markt, très connu sous le nom de Dinali, on l'aura en photo tout à l'heure pour illustrer nos millions de téléspectateurs. Je voudrais qu'une seule personne se prononce parmi vous. Oui, vraiment. On voulait tous se prononcer. Non, on va aller rapidement. Oui, je crois que si on l'avait même nommée présidente, il n'y aurait pas eu débat. Pas de débat. Il n'y aurait pas eu débat. Parce que ces 2-3 dernières saisons, avec son ancien club, la Dynamo de Douala, on l'a vu à l'œuvre. Qu'elle a fait couler. Non, Jackson, qu'est-ce que vous dites? On l'a vu à l'œuvre. On l'a vu à l'œuvre. Dans un club où les capitaux proviennent essentiellement du porte-monnaie du président ou de la présidente, on l'a vu se battre bec et ongle malgré les cotisations qui ne parvenaient même pas à 300 ou à 500 000. On a vu ce club-là terminer les saisons étant debout malgré les quelques turpitudes de milieu de saison. C'est une dame qui a félicité parce qu'elle a donné, elle a beaucoup apporté à ce club et par ricochet à l'ensemble du mouvement camerounais. Jackson Job, par respect, vous êtes le consultant de cette émission, je vous donne parole pour une trentaine de secondes. Oui, moi je pense que ça c'est moi, je ne vais pas donner des éloges à cette femme parce que elle a fait je crois que j'aurai la parole après Jackson. Elle a fait couler le bateau. La Dynamo. Vous justifiez. Non, là, après Dynamo, parce qu'on vient de dire, on vient de me dire sur ce plateau, on vient de me dire sur ce plateau que le précédent, je ne pense quand même pas. Depuis près de 3 ans aujourd'hui, elle est sur la scène. Mais je dis, la dernière fois, avant de quitter cette scène-là, elle quitte la scène de la façon la plus mauvaise. Parce que les gens ne se souviennent pas souvent de certains événements. Voyez-vous, un club vient de faire l'accident. C'est un épiphénomène. Non, laissez qu'il Vous laissez les enfants des autres qui sont là, qui n'ont pas de soins.
Et vous vous dites, écoutez, à compter d'aujourd'hui, moi j'arrête le... On dit qu'elle a laissé les enfants, c'est pas vrai. Oui, c'est rapide. Ok, on va se calmer les amis. Ce n'est pas comme ça. On va se calmer, je vous en prie. Jackson, c'est très mal. Non, c'est mal dit, monsieur Diop. C'est mal dit, Diop. C'est mal dit. Est-ce qu'on peut se calmer? Non, est-ce qu'on peut se calmer, les amis? Non. Vous connaissez un président au monde qui est obligé de terminer la saison. Vous connaissez un président au monde qui est obligé de terminer la saison. Vous connaissez un président au monde qui est obligé de terminer la saison. Vous connaissez un président au monde qui est obligé de terminer la saison. On prend la transition, on revient en plateau, je vous en prie. Eh bien, on va donc rester finalement, silence oblige. Peut-être aussi là une technique d'une bonne collaboration entre la régie et le présentateur. Ça aussi, c'est là le miracle de ce soir. Alors, on va poursuivre l'émission, bien évidemment. J'ai voulu qu'on parle rapidement de Dinali qui, là, pour certains, se voit récompensé, pour d'autres, elle mérite d'y être. Coupe du Cameroun de football, on aura en illustration tout à l'heure le tableau des résultats des 8e de finale disputée le week-end dernier. Yaoundé 2 a eu le déçu sur Bonaberry par séance fatigue des tirs au but 4-3. Foudre a perdu devant New Star 0 but contre 3. UMS de Loum a battu les Astres de Douala par séance fatigue des tirs au but. DAC 2000 a écarté sur cette compétition Eding Football Club par séance fatigue des tirs au but. Feutu a perdu face à Victoria, une formation de Ligue régionale du Sud-Ouest. Yon Sport a battu Saint-Péters de Limbé 2 buts à 0. Aux dernières nouvelles de cette soirée, on parlait de ce gain de cause qui a été forcément remis à Lyon blessé de Foutouni. Je le disais encore, Yon Sport a battu Saint-Péters 0 but contre 2. Feutu a perdu face à Victoria 0 but contre 2. DAC 2000 a sorti Eding Sport par séance fatidique des tirs au but. Et rapidement avec vous, Jaurès Tchabat, on va commenter cette actualité des résultats de 8e de finale à la Coupe du Cameroun. Qu'est-ce qui vous surprend à la sortie d'Eding, le cercle de DAC, enfin la victoire de DAC, ou encore le très beau enchaînement de Victoria? Je vais être très bref, Ludovic. Je crois que la semaine dernière, je peux dire de ceci. La Coupe du Cameroun a ceci de magique, c'est que les équipes les plus compétitives le long d'une saison ne peuvent toujours pas tenir dans les jambes parce qu'à un moment donné, on se sent carbonisé. C'est pas très évident. On a maintenant ces équipes qui sont dites équipes de ligues départementales et régionales qui arrivent un peu plus frais et qui n'ont pas eu un temps de jeu, un volume de jeu très élevé, maintenant qui voudraient bien se faire valoir. Sauf que ces équipes aussi le font. Est-ce que cela explique a priori cette défaite d'Eding alors? Non, Eding c'est clair. Eding a donné véritablement durant toute la saison parce qu'il fallait remporter le championnat et sans ignorer qu'il y a eu quelques joueurs cadres d'Eding qui constamment été appelés dans des sélections nationales. Donc c'est pas très évident. Et maintenant en réalisant qu'on a en face une équipe de DAC 2000 qui peut s'accrocher sur la Coupe du Cameroun parce qu'elle estime qu'elle est reléguée en division régionale, elle a besoin de se refaire une santé. Donc ça a toujours expliqué et ça a toujours eu des explications parce que mon Bonaberry qui vient de se faire éliminer a eu un parcours et c'était simplement la conséquence de ce que ces équipes n'ont pas eu un temps de jeu. On arrive dans une compétition, on est frais. Les équipes qui jouent en Elite 1 et en Elite 2 ont joué beaucoup de matchs, ça a commencé à cuire dans les jambes. On a du mal à tenir au fil des rencontres et puis à l'opposé, c'est les gens plus frais qui peuvent prendre le dessus sur nous. Franck, comment expliquer cette défaite d'Eding? Lui parle des joueurs qui ont été à la limite carbonisés durant le championnat. Je crois qu'au début d'une saison, très souvent, on se fixe des objectifs. Et je crois bien sûr que peut-être l'objectif premier d'Eding n'était pas la Dame Coupe. Ça, il faut... Non, par contre, on parle d'Eding qui avait pourtant cette prévision de voir double à la fin. Non, je veux dire, après avoir remporté le championnat, on peut se mettre à rêver. Voilà. Mais je dis, les objectifs se fixent au début du championnat. Je prends un exemple. Tout porte à croire que DAC, au début du championnat, son objectif, ce n'était pas la Coupe du Cameroun. Exact. Mais à l'heure actuelle, il est tout à fait normal qu'un club comme Douala Athletic Club puisse rêver, puisque lorsque nous sommes déjà qualifiés en quart de finale, tout
devient possible. C'est pour dire que Eding éliminé à ce stade de la compétition, c'est pas une grosse surprise. L'objectif d'Eding, c'était le championnat ou alors la Champions League. Quand on voit les objectifs que le club s'est fixé, c'était la Champions League. Bref, jouer les compétitions africaines. Encore que c'était encore plus de preuves de tir au but. Oui, je veux dire, oui. C'est pour dire que Eding ne s'est pas fait. Jackson, ça, je valide. Il faut dire que Eding n'est pas passé à côté du match. Mais quand même, lorsque vous jouez contre le dernier de Ligue 2 et vous partez au tir au but, quand même, et pour le premier de Ligue 1, il faut dire que c'est une contre-performance. Peu importe, même si c'était ce tir au but. Moi, je comprends. Eding a beaucoup donné. Je suis d'accord avec M. Chabat pour dire que Eding s'est beaucoup donné durant la saison normale. On comprend. On voit que beaucoup de clubs de première division, il faut même dire que ces huitièmes de finale sont quasiment, on a vu le tableau des résultats tout à l'heure, la quasi-totalité des rencontres s'est terminée sur les tirs au but. Il y a eu beaucoup de séances. C'est pour dire que les organismes sont déjà fatigués. On joue sur le forceps. C'est l'équipe la plus endurante, très souvent, qui réussit à s'imposer lors de la fin du match. Donc, il ne faut pas vraiment couler une grosse larme pour Eding qui est éliminé. Ça va permettre au club de bien se reposer et de bien préparer la saison prochaine. Eric, Yaoundé 2 est toujours là. UMS de Loum a écarté les Astres de Douala. Difficilement, de toutes les façons. On va revenir toujours sur le mot écarté de toutes les façons. Alors, Eric, est-ce qu'on peut dire que les Astres ont passé une saison catastrophique? Ludovic, je crois qu'on a passé le temps ici pendant la saison à faire de temps en temps une certaine autopsie voilà. de ces clubs-là. On a longtemps parlé d'Union de Douala, on a parlé des Astres. On a dit que ces équipes-là n'étaient plus, concernant particulièrement les As, c'était plus les As d'antan. Voilà. C'est plus les As de Bébé Kingé, de Momasso, d'Abunanzana, etc. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus les moyens qu'on avait autrefois. On est donc obligé de revoir souvent certains objectifs à la baisse. On est obligé de revoir le niveau des joueurs à recruter à la baisse. Tout ça fait que lorsque une équipe comme Astre aujourd'hui parvient à se maintenir en Elite One, c'est un sujet de satisfaction. Et quand cette équipe-là est sortie en coupe, bon, on ne peut pas écraser une grosse larme. J'emprunte l'expression à Franck. Tout ça est la résultante de ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus les moyens dans cette équipe-là. Permettez-moi de faire une digression, Ludovic. Il faut rendre nos compétitions attractives sur le plan financier. Quand vous regardez par exemple la Ligue des champions européenne, attirer autant de monde, drainer autant de foules, avoir autant de sponsors, c'est parce qu'à la fin, quand tu gagnes, quand tu participes jusqu'à un certain niveau, sur le plan financier, tu savoures quelque chose. Le champion de MTN Elite One, c'est 20 millions, Ludovic. Mais à qui la faute? Je dis, c'est à nous, quand je dis nous, ce sont ces organes-là, ces instances-là qui organisent ce spectacle. Rendons nos différents spectacles attrayants sur le plan financier. Il est inadmissible que pour un championnat comme MTN Elite One, on se retrouve à 20 millions. Pour la Coupe du Cameroun, on aussi entre 10 ou 15 millions. Vraiment, c'est dérisoire. Il faut également, à ce niveau-là, augmenter la cagnotte. Oui, je pense que Eric a déjà presque tout dit sur quoi je voulais également. Mais je pense que aujourd'hui, la Coupe du Cameroun est semblable à l'Europa League du côté de l'Europe, où évidemment il y a beaucoup de clubs qui ne s'intéressent pas beaucoup parce que il n'y a pas une cagnotte aussi grande. Donc quand il évoquait les problèmes financiers, je crois qu'il faut véritablement aussi établir sur cela. Maintenant aussi, vous savez que c'est vrai, il est revenu sur d'abord le championnat. Vous savez que le championnat cette année-ci, vraiment, si un vainqueur a quand même, le vainqueur du championnat à 20 000, vraiment. 20 millions. 20 millions, vraiment, c'est très dérisoire. Et si donc le champion a 20 millions,
imaginez celui qui va gagner la Coupe du Cameroun. Donc, on ne peut pas beaucoup dépenser pour ne rien gagner. C'est pour ça que les gens se lassent beaucoup sur la Coupe du Cameroun. On va prendre une petite transition et revenir pour la suite de cette émission. Justement revenir en plateau et parler de tout à fait autre chose, la CAN 2019 avec l'actuel état de nos stades de football qui abriteront cette compétition. Nous allons d'abord avoir une idée assez claire en suivant ce reportage de Hervé Mokori à la suite de cet élément qui porte justement sur le stade Mbappé-Lépé, un stade que nous allons découvrir et qui est justement parmi les stades qui vont abriter cette Coupe d'Afrique des Nations d'une façon, c'est-à-dire d'un match officiel ou comme site d'entraînement. Suivons ce reportage, on se retrouve après. Là, nous avons le stade Mbappé-Lépé dans une décrépitude avancée. Nous voyons que les travaux qui étaient pourtant annoncés, commencés ici, mon très cher Joël Chabat et les autres, aussi à vous téléspectateurs, n'ont vraiment pas encore commencé dans les maquettes. C'est très beau, c'est un rêve, ça donne envie d'ailleurs de penser que le Cameroun est à la pointe de la technologie. Mais là, les murs, les sièges sont complètement, les lacs d'eau, peut-être ils peuvent servir à ravitailler d'autres bétails. Alors, mon très cher Joël, de ces images, ça vous dit quelque chose, quoi? Je crois que c'est insultant, c'est dénigrant, c'est rabaissant, c'est imbécilisant, c'est chiffonnant à la limite, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays comme celui-ci, où on a eu une icône comme Samuel Mbappé, le petit maréchal, qu'on ait de la peine, qu'on soit aujourd'hui en train de vouloir restaurer un stade comme celui-là, alors qu'on aurait pu le faire bien avant. Ça démontre ma suffisance, combien on ne prend pas en considération les loyaux services rendus par les fils de cette nation-là. Et on attend toujours des échéances comme la CAN 2019 pour essayer de leur rendre ce vivant hommage. Je crois que ça ne viendra pas du tout, ça ne viendra même pas un temps soit peu accompagner l'âme de celui-là qui aurait voulu vraiment que ce stade-là ait une autre dimension et un autre visage. Donc je n'irai pas plus loin que cela parce que je risquerais de dire des choses trop pires, très difficiles et qui, ma foi, iront jusqu'à toucher certaines sensibilités. On vous comprend, vous êtes vraiment très mal et puis ces images aussi nous font très très mal. On va prendre ce reportage et on va revenir. Cette fois-ci, c'est la bonne. Stade Mbappé-Lépé à quoi? Le chantier est à l'abandon. Pas d'ouvriers, pas de matériel. Et pourtant, les travaux de construction de ce stade, autre site retenu pour la CAN 2019, avaient été lancés à grande pompe le 21 août dernier. 2 mois plus tard, on se rend bien compte de la démolition de la tribune. La barrière de sécurité a bien été érigée et quelques travaux effectués. Puis, plus rien.
L'état de sable envahi par les herbes et l'état de l'air de jeu confirment qu'il y a bien longtemps, les ouvriers ne sont pas passés par ici. Seule présence, ces occupantes passagères qui semblent avoir trouvé un terrain de jeu, une cuisine rudimentaire avec des ustensiles de circonstance. Et pourtant, ce stade Mbappé-Lépée est l'un des sites retenus pour la grand-messe du football continental au mois de janvier et février 2019. Les travaux engagés sont le fruit de la coopération entre le gouvernement canadien et camerounais. Le projet en question est financé à hauteur de 60 milliards de francs CFA par le Canada. Pour l'instant, le flou persiste sur les raisons de cet arrêt brusque des travaux. En espérant leur reprise dans les toutes prochaines semaines, la situation actuelle ne semble pas perturber Mbappé-Lépée, le grand footballeur dont le stade porte fièrement le nom. Le maréchal ayant connu le même sort dans la vie, un manque d'égard. On a même du mal, j'ai même du mal à reprendre l'antenne à la suite de ce reportage qui nous cloue tous au pilori de toutes les façons. À la suite de ce reportage, nous allons avoir en image une vue du stade de la réunification. Je voudrais qu'on soit un peu plus complet pour permettre au mieux à nos panélistes de s'exprimer. On va voir quelques photos du stade de la réunification qui va aussi abriter cette CAN 2019 dont les travaux devaient déjà être en cours. Vous voyez très bien à quoi est-ce que ça ressemble, ce stade de la réunification. Il ne nous passe pas en tête du tout de décrier un tout petit peu la volonté du Cameroun d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, mais ici, il est question pour nous, médias, d'interpeller les pouvoirs publics à accélérer plutôt les travaux pour que le Cameroun, n'est-ce pas, retrouve bel et bien son éclat de grand jour. À la suite de ce stade de la réunification, nous allons prendre les images du stade de Japoma qui est en construction. On parle des matériaux préfabriqués qui sont certainement en route, entre guillemets. Ce stade qui prend corps, que voici, là c'est le site de Japoma que nous avons ici en image, chers téléspectateurs, et les ouvriers qui sont à pied d'œuvre de toutes les façons pour essayer, tant qu'ils peuvent, de sortir de terre ce bijou architectural dont on a parlé en grande pompe pour sa construction, ce stade qui est du côté de Japoma. Nous avons ici une vue des gradins de ce stade de Japoma. Voilà donc ce qu'on peut dire. On va, pendant que nous exprimons, vous balancer ces images pour ceux qui viennent seulement et maintenant de se joindre à nous. Vous suivez l'émission à l'Olympique sur DBS Télévision et c'est comme ça tout le lundi à partir de 22h. La rediffusion c'est les mardis à partir de 13h30. Joël Stabal le disait encore, très gêné d'un stade mythique, d'un joueur qui a été légendaire, d'être encore dans cet état. Pour lui, c'est un manque de respect entre guillemets. Alors vous, Eric Touen, vous êtes aussi concerné parce que vous êtes Camerounais. Quels commentaires pouvez-vous faire à la vue de tout de ce reportage et de ces images? Bon, la première chose que je voudrais dire, elle va paraître peut-être anecdotique, mais j'espère que Kylian Mbappé ne va pas voir le sujet qu'on a réalisé là. J'espère qu'il ne verra pas ça. Nous sommes un média à l'international, tant mieux s'il voit. Il peut peut-être apporter sa contribution à l'édifice. Parce que s'il voit ça, je crois que les vacances au Cameroun, ce sera pour longtemps encore. Non, pour être un peu plus sérieux, voilà. Je crois que on commence déjà à être habitué. Commence à être habitué à ces camerounaiseries qui n'ont que trop duré. Je crois que c'est sur ce plateau qu'on décriait encore cette façon de faire à la va-vite, à la dernière minute des Camerounais. Je crois que le gouverneur était au stade Mbappé-Lépée pour l'inauguration du chantier. À grand renfort de publicité, de trompettes et de tambours, on nous avait annoncé le début des travaux et que ce stade-là sera en travaux jour après jour, jusqu'à ce qu'il soit livré. J'aimerais quand même rappeler qu'à côté des terrains de jeu, il faut les stades d'entraînement. Et on passe le temps à nous dire que le Japoma, Olembe sont en chantier, les préfabriqués arrivent. On oublie. Ici, c'est seulement Mbappé-Lépée, la réunification. Il y a aussi le stade de Bonamou Sadi. Dans le cahier de charges, c'est un terrain d'entraînement. Et je vous rappelle que de ce côté-là encore, rien n'est fait.
jusqu'aujourd'hui, rien du tout. On est déjà presque à la fin du mois d'octobre. On est à 2 mois de janvier de 2018. Donc je crois quand même qu'il y a matière à s'alarmer. Je crois qu'il y a matière à tirer une sonnette d'alarme, à dire... C'est notre but, Eric. À dire... qu'on fait plutôt la non, je crois que nous sommes tous des Camerounais et c'est notre bonheur le plus absolu que cette compétition soit organisée chez nous. Absolument. Et le bonheur sera encore, je crois, entier si cette compétition est organisée en respectant le cahier des charges, en accueillant nos hôtes de la façon la plus digne et la plus honorable possible. Donc il est grand temps que ceux qui ont la responsabilité de ces travaux-là, qu'ils mettent véritablement la machine en branle pour que tout soit fait et que tout soit fait dans les délais. Franck, votre réaction à la suite de ces images et reportages? Malheureusement, je vais vous surprendre. Je trouve les Camerounais un peu trop durs avec, je ne vais pas dire l'État, l'avancement des travaux. L'avancement des travaux. Personnellement, je trouve qu'au début, il y avait lieu de s'inquiéter. Il y a de cela quelques mois, puisque rien n'était fait. Moi, au jour d'aujourd'hui... tout est fait. Non, mais je dis, on vient de voir les images. C'est pas parce que nous avons vu les mêmes images. Non, je vous en prie. Laissez-moi... Oui, très bien. Lorsqu'on a montré le stade de Japoma, je crois que tous ici, on s'est rendu compte que les travaux avancent. Ça, nous sommes d'accord. On a vu des travailleurs sur toutes les photos, il y avait des travaux qui étaient en train d'être faits. Je vous mets à défi de me donner une compétition qui ne s'est pas jouée parce que les stades d'entraînement n'étaient pas prêts. Ça n'existe pas. C'est pour dire qu'on doit concentrer d'abord le gros du travail sur les stades même. Ne demandez pas, je suis d'accord que Mbappé-Lépé est en retard. Mais pour l'heure, il faudrait qu'Olembe et Japoma sortent de terre. Mbappé-Lépé et réunification, tout cela, c'est pas que c'est inutile. On aurait dû faire, je suis d'accord avec Jaurès Tchabat, un stade digne de Mbappé-Lépé depuis. Moi, au jour d'aujourd'hui, la priorité c'est Japoma, la priorité c'est Olembe. Vous n'allez pas demander à l'État de concentrer le gros de son énergie sur Mbappé-Lépé, sur lequel un match ne va pas se jouer. Pour l'heure, on nous a fait savoir ce week-end que le stade de Japoma était déjà à 20%. Vous demandez à l'État d'enlever l'énergie qui est pour le moment sur un stade qui est à 20%, venir la déposer sur Mbappé-Lépé. Je trouve que c'est trop demandé à l'État camerounais. Laissons les travaux évoluer. Et pour l'heure, au regard de ce qui se fait personnellement, moi, je ne vais pas dire que je suis impressionné, mais j'apprécie. Et chaque fois que j'arrive du côté du Japoma, il faut dire que ça avance. Ça, ne nous cachons pas. Ça avance sur les terrains, mais peut-être, moi, le seul bémol que je vais décrier, c'est plutôt les voies d'accès qui vont poser problème. Mais pour l'heure, côté Japoma, ça avance. Mbappé-Lépé, ça traîne, mais je dis ça à dessein. Peut-être vous allez me dire, ça ne traîne pas parce qu'ils ne peuvent pas travailler, c'est parce qu'ils ont concentré le gros de l'énergie du côté de Japoma et du côté d'Olembe. Jackson Jock. Oui, je pense que le Cameroun sera prêt le jour 10. C'est celui-là qui... C'est vous qui le dites ou bien vous répondez à propos chef d'État? Je suis en train de parler. Ah d'accord, je voulais qu'on se comprenne. Je dis, c'est le premier sportif camerounais qui l'a dit, c'est pas moi. Voilà. Je crois que je reprenais simplement ses propos. Pour dire que... devenu comédien. Pour dire effectivement que c'est vrai qu'à un moment, nous voulons tous voir les stades qui sont prêts, les stades d'entraînement, les stades qui sont prêts. Mais je crois que moi, avant même la sortie de Ahmad, beaucoup de circonspects d'entre nous disaient que le Cameroun ne sera pas prêt. Mais tel que nous voyons l'allure des travaux, on se rend bien compte que le Cameroun peut être prêt. Maintenant, ce que nous pouvons faire... Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est effectivement, les choses sont en train de marcher. Moi, je dis, ne vendons pas le scepticisme aux gens. Parce que ne vendons pas le scepticisme aux gens. Vos constatations sur des stades d'entraînement. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les travaux sont en retard. On peut le dire. Les travaux sur le stade Mbappé-Lépé sont... C'est ce que nous faisons. On ne peut pas être alarmiste au niveau où Jaurès et les Tabac met les mains sur la tête et dit c'est un scandale. On a même insulté la mémoire de Mbappé-Lépé et tout ce que vous voulez. Non, quand même un peu. Mais est-ce qu'on peut comprendre dans ça, pas que Jaurès soit assez dur, mais lui dans ses propos, je lis dans son regard un rêve
celui de vivre, quel qu'en soit le cas des propos qu'il peut tenir, la compétition au Cameroun. Non, mais c'est oui, ça, c'est vrai. Tous les Camerounais a ce rêve. Nous disons la même chose. Voilà. Tout Camerounais a ce rêve. Même pas ce rêve. Mais le problème de Jaurès, c'est qu'il va vite en besoin. C'est-à-dire qu'il veut se coucher aujourd'hui, se lever le lendemain et trouver les stades sont déjà prêts. Mais non, mais attendez. Allez, c'est ce que les Camerounais veulent. Mais écoutez, ça va aller. Jaurès, je vous reconnais. Je crois que je vous reconnais d'un refroidisseur de tempérament. Je vous donne parole parce que je sais qu'on n'allait pas aller dans un sens de ping-pong avec Jackson Jock. Non, je ne vais pas enflammer ce plateau parce que je suis très poli. Mon éducation ne me permet pas d'ailleurs de faire ces mêmes choses. En fait, je voudrais juste savoir de quoi est-ce qu'on parle ici. On parle de la construction des stades, des aires de jeu pour la CAN, où on parle du grand projet de réalisation pour la CAN 2019. Non, pas de grands projets parce qu'on y va étape par étape. Okay. On parle de la construction des stades. On a fait un état des lieux. On vous a présenté les stades que nous avons visités en semaine. Si on parle même de la construction des stades, on parle des stades qui seront requis pour la compétition. Pour la compétition et donc pour les entraînements. Voilà, parce qu'on parle de grands projets, je vois le secteur routier, hôtelier, tout ça. Quand j'ai écouté mon frère parler, parce que nous sommes en retard partout, il faut le reconnaître. Et on ne touchons pas les autres secteurs, restons dans le stade. Quand j'écoutais mon frère Franck parler avec Jackson Jock, j'ai eu l'impression que ce ne sont pas des Camerounais, soit ils sont maliens, soit ils sont ivoiriens, qui arrivent au Cameroun de manière momentanée. Et quand on ouvre un débat comme ça sur la CAN 2019, ils se lancent. Je ne sais pas si c'est pas ignorance ou encore c'est pas allez-y, besoin d'animer la galerie. Parce que j'estime pour ma part, Hervé Mokore a bien fait la précision. Voilà. Le stade de Mbappé-Lépé a reçu une subvention canadienne de 60 milliards. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de chercher les moyens de financement dans ce qui est déjà prévu pour réaliser les stades de Lembe et de Japoma. Eric, je ne sais pas si j'ai mal compris. C'est exactement ça. Je ne sais pas si au Cameroun on manque... Vous êtes dans le vrai, Jaurès. Je ne sais pas si au Cameroun on manque la main de... Écoutez, allez-y, quand on ne parle pas de concentrer toutes les énergies dans les stades de Lembe et de Japoma, c'est pour me dire ici que même la main de vos Cameroun n'en a pas. Il y a les moyens, la main d'œuvre est là, elle peut réaliser, lancer les appels d'offres pour que pendant que ça avance à Japoma, à Olembe, quand Mbappé-Lépé, ça évolue également. Pourquoi on a fait inaugurer les travaux à Mbappé-Lépé si on savait qu'on allait se concentrer à Japoma et à Olembe? C'était un aveu d'échec. Mes chers frères, arrêtons de faire dans la langue de bois, c'est pas bon. Très bien. C'est pas bon. Eric Chouan. Non, laissez Jackson. On va reprendre la parole, mais Jackson ne sont pas pressés. Il a pris parole quand vous avez chuté, et quand vous reprenez s'il chute, ça devient finalement une émission de deux. J'aurai la parole, Jackson. Eric Chouan, allez-y à votre avis. Je crois qu'on jouera, on va reprendre. Moi, je crois que on n'inaugure pas un chantier pour arrêter les travaux le lendemain. Ne même pas commencer parce que c'est le cas du stade Mbappé-Lépé. Oh là là. Bon, disons dans le reportage, on précise qu'on a cassé les tribunes. Donc disons qu'ils ont commencé. Oui. On a même fait des semelles. Oui, on a même fait des semelles sur les vidéos qu'on a laissées. Donc on a commencé les travaux quand même. Non, est-ce qu'on peut appeler commencer les travaux quand on a on a qu'enlevé l'ancienne. Je veux leur accorder ça. Le reporter devait me dit bien que les travaux allaient suivre jour pour jour. Mais les travaux ne suivent pas Jackson. Les herbes repoussent sur le sable qui a été bâché par le camion. C'est basique. Je vous en prie, allez-y. Je ne sais pas si Ludovic Malaga est devenu votre avocat. On va revoir les images pendant. J'ai bien dit qu'on va revoir les images au fur et à mesure. Voilà. Je dis donc qu'on n'inaugure pas un chantier à grand renfort de publicité, de tambours, de trompettes et je sais pas quoi d'autre pour que le lendemain ou alors les jours qui suivent qu'on suspende les travaux. Quand vous regardez ce stade Mbappé-Lépé, il y a belle lurette, regardez, il y a belle lurette, aucun travailleur n'est passé par là. Vous avez passé également les images du stade de la Réunification. C'est un stade qui est en délabrement total. Je ne sais même pas comment on fait pour continuer à jouer là-bas. Au risque de voir le toit qui est au niveau de la tribune présidentielle s'écrouler. Parce que quand vous êtes assis là-bas, il y a des petits morceaux à chaque fois qui tombent sur votre tête. Vous n'avez pas passé les images de Garoua. Juste pour vous dire que là-bas aussi, rien n'a commencé. Lorsqu'on a fait ce type de constat, il faut quand même dire qu'on utilise des termes comme alarmiste, mettre les mains sur la tête, vendre, je ne sais pas, n'importe quoi.
il y a matière à s'inquiéter. Et lorsqu'on s'inquiète, la meilleure des choses dans un cadre républicain, c'est de faire appel, c'est de tirer la sonnette d'alerte, c'est d'attirer l'attention de nos autorités sur la nécessité de commencer effectivement ces travaux pour que nous soyons dans les temps. Voilà, merci. Franck, avant de revenir sur... Je crois bien que lorsque le Cameroun allait chercher, en fait, discuter, remporter la CAN, on va le dire entre guillemets, l'organisation de la CAN, c'est pas Éric Chouin et Jaurès Tchabat qui ont tiré la sonnette d'alarme. C'est pour dire que nos responsables savent bien qu'on va organiser une CAN en 2019. Ils n'ont pas besoin que Jaurès, Éric Tchabat et Éric Chouin viennent ici sur ce plateau dire que nous vous rappelez de qui a défendu la candidature du Cameroun? Je ne sais pas. C'est une CAN qu'on nous a donnée. Non. En fait, c'est... Non, en tout cas, nous sommes pas... C'est un autre. Je dis que c'est une CAN qu'on nous a donnée. En fait, ça, je vous le... C'est une CAN qu'on nous a donné. Non, mais j'avais la parole. Allez-y. Ludovic, je suis d'accord, le Cameroun était couchant, on est venu nous donner une canne. On a vu Paris 2020. Non, ça, il n'y a pas de défendre sa candidature. Je vous en prie. Laissez-moi parler. Non, mieux que ces deux messieurs soient identifiés. J'ai l'impression qu'ils risquent de perdre. Je vous en prie, lorsque vous étiez en train. Honnêtement, les Camerounais sont unanimes. Mais laissez-moi placer. Laissez-moi placer une en 30 secondes. Mais vous n'avancez pas. Non, mais ils ne me laissent pas parler. Allez-y. Lorsqu'ils ont la parole, ils ne sont pas interrompus. On évite que le plateau s'enflamme. Moi, je vais dire. En fait, moi, je vais dire une chose qui est simple. Je reviens dessus. Jackson et moi, nous sommes d'accord. Le Cameroun est en retard. Très bien. On partage cet avis. Voilà. Maintenant, moi, je vais poser une petite question à mes deux co-panélistes d'en face. Oui. Pouvez-vous me dire en combien de temps le stade de la réunification a été construit? Pendant quelle période? Un stade qui n'a jamais été livré entièrement. Non, ça je vais pas dire. Non, je vais vous poser une question. Le stade, plus même non, d'accord, vous pouvez. Non, je vous en prie. Non, mais je vais. Pourquoi quand je n'ai pas pensé ce stade a été livré. On pose une question à Ludovic. Je reste Éric Tchabat, il est incapable de répondre à la question. Il répond à quoi? Moi, je vais vous dire une chose. Un stade, voilà le stade livré entièrement. Ludovic, André. Oui, allez-y. Le stade d'entraînement. Je dis le stade d'entraînement. Mbappé Lépée qui est en train d'être construit n'a pas besoin de 18 mois. Je dis en moins de 10 mois. Je dis en moins de 10 mois pour le livrer. Non, mais je vous dis. Vous n'êtes pas technicien de génie civil. Le Cameroun a organisé. Écoutez, vous êtes journaliste. Non, je vous en prie. Votre travail, c'est la plume. Vous n'êtes pas technicien de génie civil. Vous ne pouvez pas faire un état des travaux comme si vous étiez. Mais pourquoi vous dites alors sur quelle base vous allez pour dire que le Cameroun est en retard? Sur quelle base vous allez pour dire que le Cameroun est en retard? Lesquelles? Mais vous êtes ingénieur de génie civil. Nous allons nous calmer un tout petit peu pour permettre à quelqu'un de donner son dernier avis. Ce qu'on a vu ailleurs, on va continuer l'émission maintenant. Moi, je ne vais pas parler. Non, en fait, moi, je vais rapidement chuter par là. Le Cameroun accuse un retard sur la livraison. Nous avons le générique en fond. Oui, accuse un retard sur la livraison des travaux. Mais je dis, le Cameroun sera prêt, car on s'est rendu compte que pour la CAN 72, en 11 mois, 2 stades ont été livrés. C'est jamais en 72. Non, Jackson John et moi, en préparant cette émission, on s'apprêtait que cette émission va être une émission assez disputée. C'est pour ça que vous voyez. Bon, mais Jackson, on peut se dire merci. Oui, merci. Je crois que les débats ont été roulés. Chacun, maintenant, ceux qui étaient en train de nous écouter peuvent en tirer des conclusions. Donc, il n'est pas question ici pour nous en tout cas, de vouloir insister pour que les uns et les autres comprennent notre point de vue. Voilà. Et il est simplement pour nous de dire que Jaurès, infiniment merci à vous. Merci à Jackson, infiniment merci Jaurès. Je vous en prie. Alors Eric, merci d'être venu encore. C'est un plaisir. Franck Père, merci également à vous. Merci beaucoup Ludovic et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci et bonsoir à Léger Tientu, rédacteur en chef du site 45x2 qui ne parle que de foot. C'est un journaliste et aussi un bonsoir particulier à quelqu'un qui nous rend visite ici. Il a eu quelque peu un petit bobo à la gorge, c'est pour ça qu'il n'a pas fait son entrée sur l'aire de jeu entre guillemets Ringimbus qui est bel et bien dans le Codibès TV. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir regardés. Passez une excellente nuit. Que Dieu garde le Cameroun et à lundi prochain.